Bonjour et bienvenue au podcast Dans la tête avec Dominique. Nous sommes rendus aux vidéos numéro 7 sur les couples, surmonter la crise et les conflits. Ici, on est un peu dans l'art de bien se disputer. En premier lieu, il y a, je vais comme énumérer certaines choses, euh, comme des règles simples pour se disputer harmonieusement, disons. En premier, commencez la discussion en douceur et prenez le temps de respirer tout au long de la discussion, particulièrement au moment où vous sentez que l'émotion monte, que la colère monte. 2. Si vous percevez que l'autre s'énerve et monte le ton, proposez de reporter la discussion à plus tard tout en disant que vous voulez en reparler. C'est pas juste de fermer la discussion ici, mais c'est bien de juste dire en ce moment on n'est pas apte, donc on va remettre ça à plus tard. 3. Présenter la discussion comme une façon de mieux être ensemble. Il y a des exemples comme j'aime discuter avec toi, mais quand nous ne sommes pas d'accord, même quand nous ne sommes pas d'accord et que nous argumentons. 4. Ne perdez jamais de vue le principe de la balle au mur. C'est la même balle qui revient et elle revient avec la même force à laquelle vous l'avez expédiée sur le mur. Si vous critiquez, vous risquez d'être critiqué. Si vous complimentez, vous risquez d'être plus être complimenté. 5. Communiquez vos besoins, vos désirs et vos attentes. Non simplement juste vos émotions et encore moins que des frustrations. Il faut nommer les attentes qu'on a, nommer le besoin qu'on a. 6. Faites appel aux connaissances ou compétences de l'autre. Que penses-tu de quand on dit quelque chose? 7. Touchez votre partenaire au cours de la discussion avec bienveillance et tendresse, le regarder dans les yeux. 8. Évitez les sujets que vous savez source de mésentente permanente. Rappelez-vous que nombre de problèmes sont sans solution et qu'il vaut mieux apprendre à vivre avec. Si vous devez absolument les aborder, faites-le en termes positifs. 9. Gardez la tête froide et le ton amical. Évitez les expressions à l'emporte-pièce. J'en ai marre. Puis ne soyez pas sarcastique non plus. 10. Ne dites jamais toujours ou jamais. 11. N'abordez qu'un seul sujet à la fois, surtout si c'est un sujet délicat. N'en profitez surtout pas pour vider votre sac. 12. Baissez le ton. Parlez sur le ton de la confiance, même si votre partenaire a tendance à monter le ton. On s'entend mieux si on a une voix basse. 13. Ne cherchez pas à remettre les pendules à l'heure ou à crever les abcès. Vous risquez tous deux d'être arrosés. Ça sert à rien de vouloir crever des abcès. C'est plus pour nous-mêmes qu'on fait ça que pour l'équipe, le couple. 14. Si vous tenez absolument à crever l'abcès, donnez-vous le droit de vider chacun votre sac pendant un certain temps, pas plus, et terminez en disant des mots doux, des je t'aime quand même, des compliments, quelque chose. 15. Laissez votre partenaire s'exprimer jusqu'à la fin une fois que vous avez terminé de vous exprimer. Ça, c'est très difficile. 16. Posez des questions, démontrant ainsi votre intérêt pour le vécu de votre partenaire. 17. Ne demandez, ne donnez votre avis que si votre partenaire vous le demande. Donner un conseil non sollicité est une façon perverse d'inférioriser l'autre. 18. À défaut d'être d'accord avec votre interlocuteur ou de comprendre, au moins exprimer de la compassion. Par exemple, c'est vrai que cela doit être difficile à vivre. C'est la base, là. 19. Gardez toujours en tête qu'il existe des différences fondamentales et naturelles dans la façon d'être et de réagir des hommes et des femmes. Ces différences peuvent ou non être accentuées par l'éducation et la culture. Et 20. Et surtout, prenez la responsabilité de vos dires, de vos pensées et de vos gestes. N'accusez jamais l'autre d'être le responsable de ce que vous ressentez. L'autre est responsable de lui-même et nullement de vos actions et de vos réactions à ses dires ou à ses comportements. Donc ici, puis là, on peut ajouter un point de plus, c'est créer un compte d'épargne émotif qu'on appelle. C'est une manière un peu de rire, tu sais. Un compte épargne émotif, comment qu'on fait ça? Ben, c'est de dire tu sais, dans la relation pendant des moments, ben, c'est de dire des petits mots d'amour, des petites attentions, respecter les limites de l'autre,
donner de l'attention, des câlins. euh, Ça peut être faire l'amour, c'est plein, c'est d'être aux petits soins avec l'autre. C'est toutes les petites choses qui font en sorte qu'un couple est un couple. Puis, dans le fond, le principe étant, tu sais, que c'est un compte épargne émotif parce que dans une dispute, dans une chicane, il va arriver inévitablement qu'on va se questionner sur l'autre, mais vu qu'on a un compte épargne émotif, puis qu'on va piger dedans, ben, ça vient comme adoucir ça un peu. Ça vient comme, ah, je suis bien, puis, tu sais, ça vient moins rough sur le moral, ça vient moins questionner, ça vient moins confrontant. Tandis que quand on n'a aucun compte épargne émotif, ça devient plus facile d'attaquer l'autre, de réprimander, de chialer, on se pogne plus, puis on se chicane plus souvent. Une autre idée, c'est pour faire contrepoids à l'escalade, ben, c'est de reconnaître ses torts, tout simplement, et de s'excuser, si c'est vraiment de notre faute, là. On peut faire des blagues ou en donnant raison à l'autre, parce qu'il y a des fois la meilleure stratégie, là, c'est de donner raison à l'autre. Moi, je le dis souvent, on le fait avec des collègues de travail, on le fait avec des partenaires au travail, on le fait la plupart du temps. Ça sert à rien de vouloir avoir raison. Même des fois, si on sait qu'on a raison, des fois la maturité, c'est de laisser l'autre avoir raison. Ça- on choisit nos batailles des fois, puis de vouloir juste avoir raison à tout prix. On entre plutôt dans ce qu'on avait appelé au départ euh, les, tu sais, les guerres, là, un peu de qui a raison, qui a tort. Puis on veut pas de ça, hein, dans un couple. Par la suite, on arrive dans le fond, on arrive à créer, à faire des ententes de couple. Puis pour tout ce qui est, quand on en avait discuté des conflits insolubles, là, ben en fait, c'est de créer des ententes. La première, tu sais, ben, si ça vous concerne, là, tu sais, en même temps, c'est de créer des ententes matérielles et financières. Parce que pour les gens, l'argent est une forme de sécurité, hein. Fait que ça devient, si on n'est pas capable de s'entendre, ça devient insécurisant. Là, ici, n'est pas le but. Le but n'est pas de parler finances tant que ça. Je vous conseillerais d'aller voir un conseiller financier pour ça. Mais la base qu'on n'arrête pas de dire partout, même depuis l'enfance, c'est de faire des budgets. Puis faire un budget, ce n'est pas mettre tout en commun, absolument tout. Non. Et ce n'est pas non plus chacun pour soi de son bord. Ces deux attitudes-là, c'est sûr, ça génère des conflits. Le meilleur conseil qui est donné souvent, c'est chacun a son propre compte personnel et nous ouvrons un compte commun qui fait que chacun doit être signataire de ce compte-là. Ce qui fait que on décide ensemble qu'est-ce qu'on paye en commun, qu'est-ce qu'on doit payer en commun, par exemple le loyer, l'hypothèque, les assurances, les factures importantes. Euh, mais que chacun garde aussi un contrôle personnel sur son argent qu'il dépense pour son plaisir personnel. Tu sais, c'est con, là, mais je veux dire, si moi, mon plaisir, c'est les chars, ben, je peux pas me faire réprimander par mon partenaire que j'aime ça, m'acheter un char de collection puis gosser dessus. Parce que ça, c'est mon argent personnel. Mais il faut que je sois capable de mettre de l'argent dans le compte commun pour que les dépenses principales, importantes, autres que les plaisirs, euh, soient faites, tu sais, puis pour que tout le monde soit sécurisé avec ça. Puis là, ben, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on donne la responsabilité un peu d'un compte souvent à la personne qui est la plus anxieuse ou celle qui gère bien l'argent, tu sais. Mais pour toute dépense, ça demande la, la vie des deux, tu sais. On peut pas piger dedans pour le plaisir. Pour ça qu'on garde chacun notre compte. Puis ce compte-là, ben, ça peut être évalué à chaque année. C'est quoi les dépenses? C'est quoi la part qu'on met dedans chacun, là? C'est pour ça qu'on en discute. Ce qui fait en sorte que ça crée des discussions importantes qui peuvent générer un conflit quelques fois dans l'année et non à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Le deuxième point,
s'entendre sur les principes éducatifs de l'enfant. Si vous avez des enfants, bien sûr. Ça va être d'établir, tu sais, c'est bien basique, là, d'établir des règles familiales que tous doivent respecter, comme la question de l'hygiène, l'utilisation des espaces communs, les comportements alimentaires, les heures de coucher, les travaux scolaires, la gestion du langage, des comportements, le partage de la prise en charge de l'enfant, etc. Ce qui est important ici, c'est, tu sais, dans un autre dans un autre des podcasts, on avait parlé justement des quand on est deux, on est trop. Tu sais, quand un plus un égale 3, puis que quand l'enfant arrive, c'est un plus un plus un égale 7, ben c'est le même principe ici. Dans le fond, il y a moi, l'enfant et toi. Il y a moi, je suis, mettons, le père et le papa en même temps. Le père étant très sérieux et le papa étant, ben, j'ai une relation par, parent-enfant. J'ai ma propre relation avec cet enfant-là. La mère, l'autre, ah, elle est mère, mais elle est aussi maman. Elle a sa propre relation avec l'enfant. Il y a le nous aussi, hein, le parent, les deux parents ensemble, la relation de parents. Et les trois mis ensemble, ben, ça, c'est les principes éducatifs. Donc, quand tout est réuni ensemble, c'est là qu'on met ces principes-là en entente entre parents et avec l'enfant, parce que l'enfant, c'est sûr que l'enfant, quand il a un an, il comprend pas, mais quand il arrive à 5 à 10 ans, tu sais, logiquement, on commence à l'inclure un peu dans voici les principes de base, voici les règles qu'on met en place, puis on va éduquer l'enfant vers ça. Fait il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il participe. Puis quand il arrive à l'adolescence aussi. Chacun, tu sais, fait que là, c'est ces principes-là, mais chacun laisse à l'autre la possibilité d'entrer en relation avec son enfant à sa guise. Parce que, tu sais, l'enfant, lui, euh, il va comprendre hein, que s'il y a des mésententes avec le parent, puis il va, il catch les différences de relation entre le père et la mère. Donc, il va comprendre s'il y a des mésententes, s'il y a des accrochages, puis il va aller à son avantage. Tu sais, l'enfant comprend qu'il est le centre du monde parce qu'il l'est, tu sais, pour les parents, mais en même temps, il doit apprendre à ne pas être le centre du monde partout où il est, puis partout où il va. Puis ça commence dès le moment avec les parents. C'est pour ça qu'il y a des principes de base. Puis tu sais, l'exemple ici, c'est mettons que si l'enfant doit se coucher à 8 heures, puis qu'un des deux parents, ben, lui, décide de jouer avec à 7h30. Mais dans les faits, celui qui décide de jouer avec l'enfant à 7h30 doit être capable de calmer l'enfant, d'apaiser son excitation pour pouvoir aller le faire coucher à 8 heures et non refiler la responsabilité à l'autre après. Faut pas faire ça, hein. Les parents doivent toujours être très vigilants car les enfants perçoivent facilement, comme je disais, les mésententes des parents, puis ils peuvent facilement embarquer là-dedans. Maintenant, l'autre principe, c'est se protéger de la belle famille. Là, ici, c'est la personne, ben, les deux, en fait, personnes doivent mettre les limites à leur propre famille. Puis là, elle est importante pour nous, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que on a un désir de construire une nouvelle famille hein, avec la personne qu'on est. Fait qu'il est inévitable qu'on doit un peu décrocher de notre propre famille sans complètement s'effacer. Mais tu sais, on ne reprend pas nécessairement que ces règles-là pour les implanter dans l'autre. Parce que l'autre aussi est une personne entière. Donc, elle va arriver avec son bagage. Donc, il faut les mettre en commun. C'est là qu'on arrive à, ben, si j'ai envie d'être en couple et faire ma vie ou construire quelque chose avec cette personne, je dois la laisser entrer dans ma vie et qu'il y ait aussi un peu de ses règles à elle, à l'autre personne. Donc, tu sais, c'est d'être capable, d'être en mesure de dire à nos proches, je te demande de respecter la personne que j'ai choisie et que j'aime, et c'est avec cette personne que je veux construire quelque chose. Là, je donne une phrase toute faite, mais c'est un exemple comme ça. C'est ça, mettre une limite, hein. Puis c'est autant chez les parents que chez la fratrie, que chez les amis. On a tous des amis qui sont pas d'accord avec la relation qu'on a. C'est tous arrivé, c'est arrivé dans plusieurs familles qu'il y ait des membres des frères et sœurs qui n'étaient pas d'accord. Euh, fait que c'est d'être capable de mettre des limites puis de les respecter.
les gens ils seront pas contents, puis c'est correct qu'ils soient pas contents, mais ça va finir par passer. Ça va finir parce que les parents vont toujours rester nos parents, nos frères vont toujours rester nos frères et sœurs, là, nos amis, ben, nos amis, s'ils s'en vont pour ça, je me questionnerais sur la définition d'amis avec eux. C'est quoi ma relation avec eux finalement? Mais des parents vont toujours rester des parents. Ils vont être fâchés, mais ça va finir par passer. Ça se peut que ça prenne un certain temps. Autre point, faire du territoire commun un havre de paix. C'est sûr que de vivre dans un trou et demi à deux, là, des fois, c'est bien tough de faire un havre de paix. T'as le salon, t'as la chambre. Sauf que faut le travailler pareil. Puis comment qu'on peut faire ça? Ben, il faut prévoir des fois des périodes de détente et de défoulement. Puis il faut créer la coupure entre le travail et la maison. Encore plus si on travaille de la maison. De, Quand on a une grande maison à plusieurs pièces, il peut arriver que les gens vont euh, se construire des pièces à eux. Mettons, là, je vais y aller de manière très caricaturale. L'homme a son atelier, son garage. La femme, elle a sa pièce pour ses projets. Chacun a son havre. Ça peut être un jardin extérieur, là. Ça peut être un cabanon, ça peut être un sous-sol, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est quand on a une grande pièce. Si on a un 4,5 à 2 et qu'on n'a pas d'enfant, ben, la pièce de bureau peut devenir une pièce. Tu sais. Il y en a d'autres que ça va être aller au gym. En tout cas, vous comprenez, c'est sûr que plus c'est petit, moins, plus on doit l'espace commun étant tout l'appartement, finalement, si c'est un 2,5 ou un 3,5, hein, c'est tout l'appartement qui est un havre de paix, là, qui est un lieu commun. Donc, on va essayer le plus possible que ce soit de la détente. Le défoulement, je dirais qu'il serait mieux que ce soit ailleurs, quand c'est petit. Ça peut être prendre un bain, tu sais, créer une coupure, prendre un bain, s'étendre quelques minutes, méditer, faire de l'exercice, parler avec son partenaire si l'autre est à l'écoute de notre journée peut faire en sorte que ça nous détend. Mais il faut aussi écouter l'autre. Prendre l'apéro, quelque plus banal, en couple. Être en silence, des fois, ça peut être ça. Moi j'avais besoin de ça des fois quand je finissais de travailler. J'ai juste arrivé, puis wow, je veux créer de la coupure. Écouter de la musique, ça peut être ça. Autre point, se donner des rendez-vous galants. Faut pas oublier qu'en couple, il faut se dater. Faut se dater, ça peut être des dates prévues d'avance dans le temps, puis ça peut être des dates surprises, mais il faut le faire. Créer la surprise, continuer à séduire l'autre. Mais aussi, il faut partager nos désirs, nos besoins. Il faut les prendre en considération. Il faut prendre ceux de l'autre en considération. Il faut complimenter, faire des demandes. C'est sûr que quand on est en couple, là, oui, il y a des choses qu'on peut deviner, mais on peut pas tout deviner. Puis on n'est pas des devins, puis on peut pas tout le temps lire l'autre. Fait que c'est important de faire des demandes. Ça va créer moins de frustration. Le dernier point, travailler en équipe. Et puis le plus important ici, c'est d'éviter de calculer et de comparer ce que l'un fait ou ne fait pas pour l'autre. Autant dans les tâches ménagères que dans la qualité de la relation, ce qu'on fait. Il faut valoriser les initiatives prises par l'autre partenaire, même s'ils ne sont pas faits selon ce que nous, on voudrait, nos critères à nous, et même si cela devait être fait, que ce soit fait depuis longtemps. Ça, j'ai toujours dit la même affaire dans les écoles. C'est la même affaire avec n'importe qui. Au lieu de dire, tu es encore en retard à l'élève qui entre en classe, dis, je suis content que tu sois arrivé. Au lieu de dire, Chris, il était temps que tu fasses la vaisselle, la tâche, hey, je suis content que tu l'aies faite. Quand ça fait 50 fois qu'on répète quelque chose, mais on dit, hey, je suis vraiment content que ça soit fait. Puis juste de dire, hey, c'est vraiment une bonne idée que tu as eue de faire telle affaire, même si ça vient de vous, c'est pas grave. La meilleure stratégie, c'est de valoriser l'autre. Ça va donner bien plus le goût à l'autre de continuer et de prendre des initiatives que si on le critique. Les critiques, ça n'aide pas les gens tant que ça. Il y a des gens que ça va fonctionner, mais pas vraiment beaucoup. Les gens n'ont pas besoin de non plus licher le monde dans le sens du poil, de flatter le monde dans le sens du poil tout le temps. Il y a des manières de dire les choses. Puis là, ici aussi, ben, il n'y a rien de plus turn on, je vais le dire de même, et de séduisant que quand on arrive dans un moment stressé, on n'a pas plus de tâches à faire à la maison.
On n'a pas plus de choses à faire. Et là, je vais y aller d'une manière. Les gens qui travaillent en relation d'aide, ils sont bons en relation d'aide, mais des fois, quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas le goût de continuer leur job à la maison. Des fois, ils ont le goût, eux, d'être écoutés. Ils ont le goût d'eux qu'on prenne soin d'eux. Ils ont le goût de silence. Ils ont le goût de faire une grande coupure. On veut pas gérer une autre personne nécessairement de plus. Euh, Ceux qui font beaucoup de tâches ménagères, déjà, s'occuper, faire en fait, je dis relation d'aide, mais ça peut être n'importe quel job en relation publique aussi, là. On n'a pas envie de juste gérer, tu sais. Si ça fait 8 heures de temps qu'on écoute quelqu'un, ça se peut qu'à la maison, ça ne tente pas de temps d'écouter tout de suite quelqu'un. Si ça fait 8 heures de temps d'une journée qu'on parle, ça se peut qu'en arrivant, ça ne tente pas de parler. Euh, Quelqu'un qui fait qui gosse toute la journée manuellement, ça se peut qu'en arrivant, ça ne tente pas d'arranger l'armoire. Fait que, tu sais, d'y demander de le faire, ça se peut que ça crée une chicane. Euh, Tu sais, je donne ces exemples-là. Quand on fait quelque chose comme travail, puis qu'il faut répéter encore à la maison, là, des fois, ça tente pas. Puis c'est pas turn on pantoute, ça crée des frustrations. Fait que, des fois, de faire plaisir à l'autre, mettons, ben banal. Je vais vider le lave-vaisselle, je vais plier le linge, c'est moi qui vais faire le lit. euh, Peu importe, je vais ramener des fleurs, je vais préparer le souper. Tu sais, des affaires de même, là. Des affaires bien basiques. La personne, elle arrive, elle est stressée, elle arrive, puis elle a la surprise qu'elle n'aura pas une tâche de plus à faire, ou elle arrive, puis il y a quelqu'un qui l'accueille chaleureusement, sans nécessairement que ça soit elle a la grosse affaire, tu sais, une petite chose. C'est un petit plaisir, c'est des petites attentions, et ça fait plaisir, donc plus de rapprochement, ça égale souvent plus de couple. Donc, c'était ça pour celui-ci, ce podcast-ci. Le prochain parlera de projet de vie. Et je vous laisse là-dessus. Merci.